Alors nous allons donc parler financement dans cette dernière table ronde. Alors on l'a dit, redit, redit, les conditions de marché sont attractives, la liquidité est là. Les conséquences, elles sont quand même bien connues de vous tous. Les structures sont de plus en plus tendues, les clauses sont aussi, on a le sentiment, de plus en plus permissives. Alors on va explorer avec nos intervenants jusqu'où le marché va aujourd'hui et ce qui est autorisé, si je puis dire. Mais je vous rappelle quand même, si cela vous a échappé, que lundi 25 juin, la Banque de France a remis un rapport, précisément le Haut Conseil de stabilité financière. Alors il s'inquiétait plus globalement de l'endettement du secteur privé en France, mais enfin il y a quand même tout un petit paragraphe, un petit laïus sur le LBO qui se conclut en disant que la Banque de France est quand même préoccupée de ce marché du buy-out en raison, je cite, du développement et du relâchement des conditions d'octroi des financements à effet de levier en France. Donc on voit que les clignotants s'allument quand même un petit peu partout et au-delà du seul monde du private equity. Alors je vous propose de manière un peu à l'emporte-pièce de faire avec vous un peu un panorama de ce que vous identifiez comme étant les principaux facteurs de risque aujourd'hui dans le marché. Ça peut être le niveau des leviers, on doit en parler. Ça peut être la tension sur les structures et puis aussi sur ces conditions contractuelles permissives ou très flexibles, diront certains. Alors qui veut commencer ? Bon, je peux commencer dans ce cas si vous voulez. Bonjour tout le monde. Il est clair que le marché est agressif et on le voit sur deux niveaux, sur les structures en termes de clauses contractuelles ainsi que sur les leviers. Mais cette tendance existait aussi en 2017, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on perçoit un peu plus peut-être, c'est que le segment qu'on a su protéger entre guillemets sur le Cove Loose commence aussi à être affecté, et pas uniquement sur le Cove Light. Le Cove Light aujourd'hui est encore réservé à des sociétés d'une grande taille, par rapport à ce qu'on réserve au Cove Loose sur les sociétés qui sont au-dessous de 50 millions d'EBITDA. Par contre, une remarque générale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les leviers ne sont pas supérieurs aux leviers de 2007. On est encore à des leviers inférieurs à 2007, puisque 2007, le levier total était de 6,1. Là, vous parlez de marché français, Je parle du marché européen. Marché européen. Je vais donner une comparaison par rapport aussi au marché américain. Donc, le marché européen 2007, c'était 6,1. Les États-Unis, c'était 6,2 de levier. Et aujourd'hui, 2018, on est à 5,5. C'est vrai, en 2017, on était à 5,3. Et ça, c'est tout segment de marché confondu. Ça, c'est uniquement le LBO. Mais toute taille. Toute taille, absolument. Toute taille. Bon, on va pas se raconter d'histoire. On sait quand même qu'il y a pas mal de dossiers qui partent avec des 7 fois et demi. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, on a fait des transactions qui sont en cours. Aujourd'hui, Techem est à 7 et quelques. On travaille sur un autre dossier, Amiral Megadine. Megadine, c'est une société néerlandaise qui va acheter une société aussi italienne, mais c'est un deal global sur le deux en même temps, c'est Partners qui le fait. Je pense qu'on sera supérieur à 6. Mais ça veut dire ça, c'est le levier total. Sur le levier senior, on est à 5 plus. Mais c'est le levier total avec la second lien aujourd'hui, et qui est assez disponible dans le marché. Donc il y a pas mal d'appétit sur cette tranche de crédit. En plus, le marché de la subordonnée est aussi très intéressant, donc le high yield subordonné, si on veut rajouter une tranche subordonnée. Donc le marché le permet, mais encore une fois, on est sur des actifs de très grande qualité, avec une conversion de cash flow extrêmement forte, et sur des sociétés avec une exposition géographique extrêmement diversifiée. C'est des boîtes très internationales, très bien dirigées, et qui ont su démontrer sur leur historique un développement assez intéressant. Bon. Je dirais, au-delà du levier, ce qui est le plus dangereux, c'est le risque. On peut avoir une société avec un levier de 3, mais qui est plus risquée qu'une société avec un levier de 7. C'est l'analyse du risque qui est fondamentale, premièrement. Et deuxièmement, c'est le risque de distribution. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, sur la tranche B, toute la tranche B est distribuée dans le marché. Et les banques ne gardent que la RCF, donc la partie non tirée, les CAPEX et les RCF. Il n'y a pas aujourd'hui des petits grains de sable, on va dire, dans certaines syndications où le papier trouve moins bien à s'acheter, justement parce que peut-être le pricing est trop bas. On a accepté en amont, avant que le papier s'en aille. Mais ça, c'est le marché, aujourd'hui, bien huilé à ce niveau. Avant, c'était un peu honteux de flexer un deal. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et quand on parle avec nos clients, on leur dit parfois, nous, vous êtes agressifs sur la marge. Ils nous disent, écoutez, on tente ça, et après, si on la flexe, on la flexe.
plein de deals sont flexés, mais ça ne choque absolument plus personne. Puisque c'est le jeu du marché, c'est l'arbitrage que fera l'investisseur. Ça stresse un petit peu quand même les sponsors et les emprunteurs, la possibilité que peut-être éventuellement ça va être flexé. Alors ça dépend, je pense, les tailles de deal et les types de marchés, mais dans l'univers du mid-cap, c'est quand même un risque, la flex, qui pèse sur les emprunteurs et qui génère quand même pas mal de tensions. Et qui est lié à certainement quelque chose que vous allez confirmer, c'est la concurrence extrêmement forte entre les différents types de dettes et différents types de prêteurs. Oui. Avec une grande différence, je pense, entre l'univers bancaire et l'univers obligataire des unitranches, où très souvent, quand même, le côté, les tris de dette obligataires sont arrangés à 100% dès le départ. Donc il n'y a pas ce risque qu'il y a sur, en général, les univers purement bancaires au moment des offres, sur le risque de la flex. Alors là, on va peut-être demander aussi du coup le point de vue de Laurent sur ce sujet, peut-être globalement sur les leviers. Est-ce que vous partagez, vous, dans votre univers, le constat d'Imet en disant finalement les leviers, ils n'ont pas considérablement augmenté si on prend le référentiel 2007 et sur les conditions et ce risque de syndication qui vous est étranger. Donc jusqu'où vous pouvez vous accepter des choses tendues, on va dire. Schématiquement, par rapport à 2007, effectivement, on a le même constat. C'est-à-dire qu'on voit des exceptions. Oui, il y a des opérations qui se leveragent à plus de 6 fois, 7 fois. On le justifie toujours à la fin par c'était un risque incroyable, c'était bien diversifié. Il y a toujours des bonnes raisons d'accepter de faire, à un moment ou à un autre, une extravagance ou une exception à une exigence d'analyse de risque importante qu'on doit garder. Mais effectivement, nous, on voit qu'il y a une croissance des leviers, mais qui est moins significative que celle qu'on a connue en 2007. Néanmoins, il y a beaucoup de liquidités dans le marché, mais aussi beaucoup, aujourd'hui, vous avez certainement les chiffres, mais en termes de dry powder equity, il y a des montagnes d'argent qui ont été levées. Virginie parlait un peu plus tôt que 80% des fonds ont levé plus d'argent que les mésimes historiques. Ce qui fait quoi ? On est quand même sur un marché de flight to quality, donc on revient toujours à la nécessité d'analyser le risque fondamental. Mais à un moment où on perçoit potentiellement une crise qui va peut-être venir dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années peut-être, mais ça reste quelque chose qui est assez prégnant et on voit quelques indicateurs économiques avancés qui montrent que on est moins dans un environnement 2017 où tout y était rose et tout allait bien. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un flight to quality, donc là on a des gens en equity qui vont valoriser de manière extrêmement agressive aussi les business. Ils veulent prendre un peu moins de risques, donc ils ne sont pas prêts à aller leverager les boîtes de manière excessive parce qu'ils font attention à la valeur de leur equity. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là ? Ils mettent tout en ordre pour maximiser la situation du financement. Donc avec des tris, il y a beaucoup plus de debt advisors. Donc là, on met des colonies de gens dans une même salle. Et vous direz que c'est pousse au crime, ça ? Je sais pas, oui. Ça me paraît pas assez pousse au crime parce qu'à la fin de la journée, on a nous aussi des contraintes d'investissement. Il faut dire les choses, on pourrait très bien se dire que oui, nous on est très différents, le marché fait ça, mais oui, c'est quand même un peu pousse au crime. C'est-à-dire qu'en plus aujourd'hui par rapport à 2017, où dans une première vague, il y avait plutôt les belles boîtes qui sont sorties, les boîtes résilientes, très diversifiées, importantes, etc. Dans ce flot-là, il y a toujours la tentation de mettre quelques Mickey au milieu de tout ça, donc il faut rester très vigilant par rapport à ça, ça ne se leverage pas de la même manière. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une concurrence exacerbée. Il y a encore un article il n'y a pas très longtemps qui montrait, notamment pour la dette privée, que sur l'échantillon analysé, il y a 50%, tous les assureurs fonds de pension voulaient augmenter leur allocation en financement dette privée. Donc ça ne va absolument rien arranger. Et c'est vrai que la conséquence d'un levier qui n'augmente pas forcément, parce qu'encore une fois, les fonds surcapitalisent les boîtes, donc ils veulent faire attention à ne pas prendre trop de risques avec du levier important. Donc ils vont faire deux choses, négocier le prix au maximum et assouplir la doc au maximum. Par définition, pour s'assurer que même si on passe un trou de marché, et il y a des patrons de LBO dans cette salle, ils ne veulent pas prendre ce risque non plus. Donc c'est une conséquence nécessaire, en fait, quelque part. Alors, comment cette souplesse ou ce non-encadrement du risque, ça dépend de quel côté on se patte, comment il se traduit ? Qu'est-ce qui vous choque, vous, Maud, dans ce que vous voyez passer aujourd'hui ? Alors, beaucoup de nos clients étant dans la salle, rien ne me choque, par définition. Plus sérieusement, non, je dirais pas ça me choque. Ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a un assouplissement incroyablement d'un certain nombre de conditions dans la documentation. Et pour rebondir sur ce que disait Laurent, ce qui se passe aujourd'hui sur la dette favorise aussi les refinancements.
Énormément de gens ont de l'argent à placer. En proposant justement une plus grande flexibilité sur la doc, donc notamment sur tout ce qui est permitted acquisition, pour rebondir sur quelque chose qui a été dit je pense dans un autre panel et juste avant, beaucoup de boîtes aujourd'hui se développent à l'international, donc la dimension, la flexibilité possible sur les permitted acquisition est de plus en plus forte. Donc cet afflux de liquidité et ce besoin de flexibilité fait gagner aussi et pousse au refinancement quand les boîtes ne sont pas en état d'être vendues, ou parce que le vendeur ne trouve pas encore le prix adéquat, ou parce que le sponsor a besoin de remonter une partie aussi de son equity. Hein. C'est ce qui se passe quand même dans un certain nombre de refinancements. Et sur la flexibilité, on observe de façon plus en plus forte, y compris dans le mid-market, ce qui arrive de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a un an, des clauses automatiques de growers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup quand même sur le large cap et qui arrive aussi dans le marché du mid. Les fonds et les emprunteurs considérant que, par définition, s'ils achètent une société, il y a une croissance de l'EBITDA du groupe et ils vont souhaiter que toutes les limites, les baskets qui sont dans la documentation, il y ait des systèmes des mécanismes d'augmentation automatique au regard d'un certain pourcentage de l'augmentation, alors soit de l'EBITDA, soit du chiffre d'affaires du groupe. Donc il y a une flexibilité sur la souplesse opérationnelle attendue par les sponsors et les emprunteurs, où aujourd'hui les acteurs de la dette, ils sont très attentifs et font beaucoup d'efforts sur ce sujet. C'est ce qui permet d'ailleurs parfois de différencier certaines offres de financement au moment... quand on observe qu'effectivement certains deals au moment des offres sont financés à 200%, 300%, il faut bien faire un choix. Il faut bien faire un choix après entre les différentes offres de dette. En termes de pricing, parfois très honnêtement, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Et la différence se fait sur cette capacité, cette souplesse. Donc sur ce que va pouvoir faire l'emprunteur en termes de développement à l'international, dans ce qu'il va pouvoir éventuellement également faire en termes de permitted payment. C'est quelque chose qui est de la même façon de plus en plus souple dans les documentations. C'est-à-dire la possibilité pour la NewCo de remonter de l'argent une fois que le levier est redevenu inférieur à un certain cliquet. Et ce cliquet, moi, mon observation, c'est qu'il tend à être de plus en plus bas. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Tous les paramètres de contrôle de risque, on parlait de risque, mais tous les paramètres de contrôle du risque quand on est créancier, parce qu'en fait on met quand même des montants tout à fait significatifs dans une opération, mais tous les paramètres de contrôle du risque ont tendance à s'assouplir. Absolument tous. Donc, et donc c'est forcément une déviance qui n'est pas positive pour le marché. Et on ne sait pas encore pour l'instant si ça fait des meilleurs deals ou pas. Et comment ça, vous le gérez selon que vous, Imed, vous allez lâcher beaucoup de papier dans le marché, et vous, Laurent, vous avez plutôt vocation à garder. Donc comment est-ce qu'on s'accommode de ce relâchement du contrôle ? Mais là, finalement... comme nous, on garde le papier, on doit avoir un certain niveau de confort, qu'on échange en équipe, il y a des comités, donc on fait des analyses, on le garde. Donc en fait, on n'a pas de problème de syndication, donc on n'est pas arrivé non plus sur qu'est-ce que... En fait, on n'est pas arrivé sur qu'est-ce que le marché est capable d'accepter. Nous, on sait ce qu'on est capable d'accepter, donc on contrôle notre risque. On ne fait pas un bid en disant, de toute façon, je vais en vendre un bout, donc c'est pas grave, je pourrais réajuster la marge éventuellement si jamais ça ne passe pas. Nous, on le garde, donc c'est pour ça que je ne sais pas si on est plus réservé ou pas. Il y a des exceptions dans tous les sens, et je suis sûr qu'Imed me dira que l'exigence, elle est, en termes d'analyse de risque, elle est aussi fondamentale, et c'est probablement vrai. Mais c'est vrai que nous, on garde ce papier, donc on vit avec après. Mais à contrario, si on réfléchit aussi comme ça, on peut se dire qu'on peut prendre plus de risques. Parce que si on est confortable avec ce risque, comme on n'a pas besoin de le vendre, on n'est pas obligé d'expliquer et faire en sorte qu'il soit accepté par d'autres. Et c'est là où on voit aussi aujourd'hui, dans les fonds de private debt, de dette privée, de toute nature, parce que là, c'est très compliqué, il y a des fonds qui ont des stratégies extrêmement diversifiées, donc on met dette privée, il y a de tout, ce qui crée d'ailleurs un problème de lisibilité dans le marché de la dette privée par rapport au marché de l'equity, donc là c'est simple, c'est un produit, voilà. Mais nous, on garde ce papier. Et comme on le garde, du coup, ça laisse la possibilité à certains d'avoir une vue sur un risque qui peut être très différenciante sans avoir forcément besoin de communiquer dessus et d'être capable de vivre avec parce qu'il n'a pas besoin de le revendre non plus. On est tous d'accord que les clauses sont extrêmement assouplies, c'est-à-dire que le LBO était avant basé sur la sanctuarisation, le ring fencing.
Donc, c'est-à-dire le véhicule ne fait rien à part rembourser la dette, on ne peut rien remonter. Et puis, tout est contrôlé. Tout ça a disparu, surtout sur les grands dossiers. Tout ce qu'on appelle les Covlight. Par ailleurs, un élément que moi je regarde toujours de manière très importante, c'est le montant de l'equity injecté par le fonds. Le montant d'equity injecté par le fonds, qui est un élément clé pour moi, est encore de 44,1% en 2018, contre 32% en 2017. Et quand on se compare aux États-Unis aujourd'hui, il est à 39%. Donc il y a moins d'equity contribution aux États-Unis, plus en Europe. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en a eu en 2007. Oui. Et deuxièmement, c'est que... Donc ça, c'est un élément rassurant. C'est un élément rassurant dans le sens. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à l'augmentation des valeurs d'entreprise. Et le besoin de mettre de l'argent au travail. Absolument. Aussi. Moi, je pense, et Michel Paris l'a très bien résumé ce matin, personnellement, je suis persuadé qu'on ne va pas avoir une crise de la dette, mais qu'on va avoir des risques sur l'equity en termes de TRI. Parce qu'on en paie aujourd'hui, c'est 10,9 la moyenne, hein, avec des deals qui se payent 14 fois, 15 fois, et même on voit des deals à 20 fois. Donc c'est clair, le TRI va baisser, alors que les leviers, on est encore sur des leviers que j'estime encore consommables, sur la moyenne. Hein. Je ne veux pas dire... Le problème cette année, en 2018, il y a beaucoup de leviers élevés. Pourquoi? Parce que c'est un marché de large cap cette année. On a eu beaucoup de jumbo deals. Et ça fausse l'analyse. On n'est pas sur la mid cap classique. Les deals en Europe, c'était que des jumbo deals. C'est énorme. Même en France, il y en a eu beaucoup, oui. même en France depuis le début. Et donc, du coup, sur les jumbo deals, il est clair, il y aura toujours des leviers élevés. Parce qu'il y a un appétit, il y a une grosse liquidité dans le marché, il y a des grands fonds qui savent gérer leur syndication. Donc, il y a une première chose, c'est la qualité de la cible. Deuxièmement, la qualité du fonds. Et puis, la qualité du marché de la dette qui est extrêmement fort aujourd'hui. Nous, comment on gère le risque par rapport à Alors ce justement, que tu disais, l'approche, oui, que... c'est qu'on gère le risque par la syndication. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le portefeuille de LBO qu'on a aujourd'hui, c'est le portefeuille le plus faible qu'on ait jamais eu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quand j'ai pris l'équipe LBO en 2009, on avait un portefeuille de 4-5 milliards. Aujourd'hui, notre portefeuille Natixis est autour de 2 milliards. Parce que le marché permet cette rotation d'actifs. C'est qu'on vend au moment de la syndication et on continue à gérer notre actif au cours de la vie de la transaction grâce à nos équipes de trading, de vente secondaire. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, on garde une partie de la RCF sur les entreprises qu'on connaît très bien, parce qu'on a un banquier commercial aussi en France, et on garde une partie de la CAPEX, de la RCF, pour accompagner la société. Alors, si on en vient un peu maintenant à la manière dont le marché semble réagir, alors on nous dit qu'ici et là, il y a des petits signaux qui montrent qu'il y a un certain nombre de corrections. Est-ce que ça vous le sentez aussi, peut-être vous plus particulièrement, Imed, est-ce que sur les marchés, on voit que les pricing commencent un peu à s'ajuster, que les émissions à yield sont un peu moins faciles qu'auparavant? En plus, plus on se rapproche de l'été, plus le marché devient discriminant. Plus les gens regardent les actifs, plus le pouvoir de négociation bascule un peu vers les investisseurs. Et donc, on négocie les clauses contractuelles qui sont de plus en plus loose. On négocie les marges et on dit, voilà, on commence à discriminer, je préfère cet actif et pas cet actif. Donc, on met la pression un peu sur les émetteurs. Juillet. Voilà. Donc, on met la pression sur les émetteurs. Alors, nous, sur certains actifs, et ça, on le discute en comité de crédit, on est capable de passer l'été. On n'a pas cette peur absolue, qu'est-ce qui va se passer après l'été, comme si le monde allait changer, qu'une bombe allait passer au bout d'un mois. Donc sur les actifs qu'on aime bien, qu'on connaît très bien, on dit à nos clients, on n'a pas de problème pour passer l'été. Ça nous arrive sur certains dossiers d'adapter la flex si on passe l'été. Dans la négociation sur la flex, pour dire si on passe l'été, la flex sera plus que ce que le client voudrait au départ. Et vous sentez, vous disiez en blaguant, si je puis dire, Maud, faut faire le refinancement avant le 25 juillet. Vous sentez cette pression de la part des sponsors, comme si un peu ils craignaient que justement ces conditions-là, elles ne durent pas et que finalement, dans quelques mois, le marché devienne quand même beaucoup plus compliqué? C'est une question qu'on peut effectivement se poser. Je pense qu'il y a une conjonction de choses. Le côté prêteur, ça c'est évident, c'est tout à fait juste ce que dit Imed. Les prêteurs se sentent parfaitement à l'aise, alors que ce soit les fonds de dette ou les banques, pour se dire on peut passer l'été.
no big deal, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que le monde s'arrête de tourner le 1er août, comme c'est de façon récurrente depuis 10 ans, le stress permanent tous les étés. La problématique, c'est que ça, c'est la vision prêteur, où les prêteurs se sentent parfaitement à l'aise et pour passer le mois d'août. Les sponsors et les chefs d'entreprise, c'est beaucoup moins vrai. C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe. D'un côté, la dette est là. Je pense que personne peut en douter. Les gens sont prêts à faire beaucoup d'efforts. À partir du moment où, effectivement, ils ont en amont se sont satisfaits sur l'analyse du risque, qui est vraiment leur métier de prêteur, que ce soit de la dette privée ou les banques. En revanche, il n'y a pas la même appréciation, je trouve, du côté sponsor et entrepreneur. C'est-à-dire qu'eux veulent absolument s'assurer. Je pense qu'il y a dans les limbes cette espèce d'inquiétude depuis 10 ans que le monde s'arrête le 31 juillet. Donc c'est pour ça que je faisais une blague, parce que cette année, le 31 juillet, c'est le 25 en fait. Parce que le 31 tombe au milieu de semaine, donc c'est pas bon ça. C'est tout à fait frénétique. Vous sentez, vous, cette urgence, Laurent, dans les dossiers que... Moi, j'ai une réserve par rapport à ce que disait Imed, c'est que, ça on le voit pas, hein, le rééquilibrage des forces en présence entre l'émetteur et le prêteur encore, ça n'a pas dû arriver au monde de la dette privée. Non, mais c'est vrai qu'on est sur des marchés moins liquides, donc en fait, on a moins cette possibilité de réajustement. À contrario, il y a justement des montants délirants qui ont été levés par certains asset managers dans le monde de la dette privée, et au contraire, le gars se dit que comme le marché du LBO est cyclique, il a plutôt intérêt à faire son deal juillet dernier carat, parce que s'il l'a pas fait, à la rentrée, ça va faire chou blanc. Et donc ça accentue encore davantage le côté délirant de la négociation du prix et de la doc. C'est complètement irrationnel, mais sauf que les fonds de dette privée étant payés sur l'investi, si vous ne montez pas en charge, vous n'êtes pas payé. C'est une grosse différence. Alors, oui, alors sur l'histoire de l'été, les sponsors, tous, ils veulent faire les deals avant l'été. Hein. S'ils ne font pas les deals avant l'été, c'est uniquement pour des raisons M&A et de closing M&A. Hein. Donc ça, c'est essentiel. Mais tous les fonds avec lesquels on bosse veulent closer avant l'été. Mais ça, c'est une tradition normal. Dans le monde du LBO. Vous n'y voyez pas de signal ou de signal spécifique sur une tension particulière du marché. Personnellement, je ne veux pas en parler de l'Italie. Il y a des tensions quand même sur le plan planétaire. Il y a un durcissement de la politique unilatéraliste américaine. Il y a plein d'éléments de ce type. Mais pour l'instant, n'est pas matérialisée, en tout cas, dans la pression que mettent les budgets. Elle n'est pas matérialisée, mais il ne faut pas non plus être dans un monde de bisounours. C'est-à-dire, les gens en parlent. Il y a des gens qui disent il va y avoir une crise, on ne sait pas quand. Il va y avoir une crise, on sait quand. Moi, j'entends ça depuis 2-3 ans. Alors, on parle de crise régulièrement. C'est clair, il y aura, parce qu'on vit tout le temps des cycles, donc automatiquement il y aura une crise. Alors où est-ce qu'on en est au moment dans le cycle ? Enfin là, on va conclure, on peut se dire c'est quoi le scénario, en tout cas d'atterrissage ? Est-ce que ce marché-là va s'apaiser ? Alors comme vous le disiez, Laurent, d'un côté dette privée, vu les montants qui ont été élevés, les intentions d'allocation et les énormes fonds aussi qu'ont levés ICG, Alcentra, etc., ça ne va pas aider au dégonflement de la dry powder. Mais globalement, comment est-ce que vous voyez, vous, les choses évoluer sans faire beaucoup de prospective, mais de manière un peu intuitive ? Nous, par exemple, cette année, pour être transparent, on a, sur le plan Europe, je pense qu'on a refusé une 50aine de dossiers. C'est-à-dire qu'on est extrêmement sélectif. On voit que les leviers sont élevés sur certains actifs. On estime parfois que le risk and reward n'est pas équilibré. Et on le voit même sur le marché secondaire. Il y a pas mal de deals LBO qui traitent au-dessous du pair. Parce que le marché leur dit, en termes de risque et reward, il y a un déséquilibre. Donc, on va les sanctionner. Nous, on est très sélectifs sur les dossiers. Et je pense que tous les banquiers... C'est ce qu'en général, tout le monde, les fonds disent qu'ils sont sélectifs, les banquiers aussi. Non. Je pense que sur 2018, nous, on regarde nos statistiques en interne, et ce n'est pas du tout pour fanfaronner, on a été beaucoup plus sélectifs. On n'est pas uniquement sélectif parce que... c'est-à-dire on est sélectif parce que nous, en termes de coordination, on veut faire très attention à ce qu'on rentre. Et deuxièmement, nos comités de crédit aussi nous poussent à être plus sélectifs. Avec les ECB guidelines, la pression qu'on a sur le leverage finance, il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, on a des reportings extrêmement exigeants vis-à-vis du régulateur sur le LBO, sur notre portefeuille, sur la qualité du risque, sur le respect des covenants ou la performance des sociétés. Tout ça est tracé. Et donc, il y a des équipes énormes au sein de la banque qui travaillent sur ça, qui font des reportings très précis, qui doivent les communiquer régulièrement à la commission bancaire. Et le régulateur vient nous voir régulièrement sur le sujet.
Donc tout ça nous pousse à être extrêmement sélectif et de faire très attention à ce qu'on rentre. Donc du coup, on refuse plus de dossiers qu'avant, ça c'est certain. Alors, sur les autres, sur la façon dont vous voyez les choses, vous, Laurent et Maud, pour malheureusement, je ne connais pas la nature de la crise que l'on va vivre. Ça serait une bonne chose. Néanmoins, ce que je constate juste... Est-ce que vous constatez une dégradation du deal flow de ce que vous arrive aujourd'hui par rapport à il y a quelques mois, par exemple Ils m'aident parler de 50%. Je sais pas, enfin, nous, historiquement, on ne fait pas exactement le même métier, mais on investit dans 5% des dossiers qu'on reçoit. Donc, en termes de sélectivité, oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs, mais c'est quand même 5%. C'est des niveaux de sélectivité qui sont très, très importants. On a plus d'equity. Les docs sont plus loose. Donc même si des sociétés, quand on a fait une bonne sélection, je ne parle pas des sociétés sur lesquelles on a fait une erreur, mais celles sur lesquelles on a fait une exception, il y a une crise, il y a un retour de crise. Le monde ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une crise. Ce n'est pas la première que l'on passe. Nous, on était là depuis 2004. 2009, on l'a vu, hein, on l'a bien vu. Mais on en ressort. Donc après, le petit avantage que l'on peut reconnaître à ces structures que l'on voit aujourd'hui, c'est que certes, la rémunération n'est déjà pas en ligne avec le risque pris, mais elle le sera encore d'autant moins si la boîte connaît un cycle. Mais tous les patrons d'entreprise ou tous les fonds ont fait en sorte que justement les structures soient loose pour qu'ils puissent passer la crise sans forcément avoir... Le problème quand vous vivez une crise en equity, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont autour de la table si les covenants sont trop serrés. C'est un peu contrariant ce que je dis, mais la réalité c'est que vous êtes capable de passer un risque, vous êtes un bon fonds sur une belle boîte, avec une bonne équipe de management, ils seront là. Les gars, ils ne vont pas laisser... le fonds qui a mis justement 10 tours d'equity parce que vous avez mis 5 et la boîte est valorisée 15, avec le management qui a mis tous ses billes dedans, il ne va pas laisser la boîte partir en vrille. Donc, mais comme il n'y a pas non plus de covenant, ils n'auront pas, en plus de leur business à gérer au quotidien, à gérer le troupeau de banquiers et de dettes privées, parce que toute la syndication a été faite, de se retrouver dans un amphithéâtre pour négocier le réajustement des clauses. Mais c'est ça la vérité. Et donc peut-être que ce petit point de positivisme au regard de ce qu'on peut avoir à affronter dans les semaines ou dans les mois qui viennent, c'est que ces structures-là vont permettre peut-être de passer moins de temps, voilà, de passer le gros temps et de passer moins de temps à gérer les prêteurs plutôt que de gérer le business. Maud, en quelques mots, la conclusion pour vous de ce constat. Je suis complètement d'accord avec les deux constats faits et je pense peut-être la seule chose que je pense qu'un certain nombre quand même appellent de nos voeux, ce serait peut-être juste que l'ensemble des intervenants arrivent à reprendre un tout petit peu plus de temps pour arriver à faire les deals. Tout ce qui est mise en œuvre, paperasse diverses et variées, c'est uniquement pour mettre en musique en fait une analyse de risque, un pari, une projection dans l'avenir du développement d'une boîte et de la réussite d'un investissement du côté du sponsor et simplement de récupérer sa dette du côté des prêteurs. Donc nous, on est là pour accompagner tout ça. Je pense que le plus gros danger, probablement, s'il y en a un véritablement, parce que je suis d'accord avec Laurent, le monde ne va pas s'arrêter. Il y aura peut-être des crises, mais on en a vécu, et 2008, on a tous pensé qu'il fallait changer de boulot. Finalement, on est quand même toujours là. Mais peut-être prendre un peu plus de temps. Bien, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé sans phare avec nous votre analyse sur ce marché.